comme je me fais appeler, quand je prends la parole, je me fais appeler Emmanuel, le prof rebelle de Belgique, je n'ai aucune fierté à dire que malheureusement, je suis le seul professeur de Belgique à ma connaissance, parce que j'ai lancé des appels à mes collègues, enfin à mes anciens collègues de l'enseignement en Belgique. Je suis le seul professeur belge qui a été viré de son poste parce que j'avais refusé d'obéir aux ordres génocidaires. Je n'ai pas peur du terme. Pour moi, c'était des consignes génocidaires qu'on a imposées à nos jeunes. Et quand mes élèves ont commencé à me poser des questions, je vais dire que, en tant que prof, j'ai été formé à recouper les informations que l'on me donne. C'est parce que je suis professeur à la base de français, d'histoire et d'option religion à l'époque. Donc, je ne comprends pas que la plupart des enseignants n'ont pas été capables de faire le même petit travail intellectuel que j'ai fait. Je ne suis même pas licencié, moi. Je suis un régent en Belgique. Donc, je n'ai pas un gros diplôme. Donc, je ne me la porte pas du tout. Mais quand j'ai entendu les informations, et là aussi c'est pour ça que c'est important pour moi d'être là, quand les informations qui étaient véhiculées dans nos médias en Belgique, donc c'est la même chose qu'en France, et que les élèves me posaient des questions, quand je leur répondais et que je leur donnais, moi, les informations que j'avais trouvées en faisant mes recherches. J'ai passé plus de 1000 heures à me renseigner. Les élèves me disaient, mais monsieur, vous êtes le seul à me dire ça, on n'entend ça nulle part. Et je leur disais, ben oui, malheureusement pour vous, tant que vous écouterez les médias mainstream qui ont des ordres pour ne pas donner les informations exactes, vous allez vous faire manipuler. Et malheureusement, j'ai beaucoup d'élèves qui me disent aujourd'hui, qui m'écrivent, qui me disent, monsieur, vous aviez raison. Depuis qu'ils m'ont obligé à faire mon vaccin, je fais des grosses crises d'asthme. Une autre élève, elle a 19 ans, j'espère pour elle, mais je pense qu'elle ne saura jamais avoir d'enfant, tellement elle souffre d'endométriose. Et c'est là aussi où moi, en tant qu'enseignant, je dis aux parents, attention à ce qui se passe dans les écoles. J'accuse aujourd'hui, moi, les directeurs d'école, les enseignants, les ministres de l'éducation, je les accuse d'être des criminels. Parce que l'affiche que j'ai ici autour du cou, la marraine de Sofia, qui a parlé tout à l'heure, Sonia, quand on s'est rencontrés pour la première fois en juin à Metz, encore en France, on est tombé dans les bras l'un de l'autre, parce qu'elle m'a dit, mais je te connais, je te suis sur les réseaux. Moi, je ne la connaissais pas trop. Et on a pleuré, parce qu'elle m'a dit, si ma Sofia avait eu plus de profs comme toi, peut-être qu'elle serait encore là. Mais elle aussi, Sofia, on l'a obligée à se vacciner. En Belgique, chez moi, on fait croire aux élèves que s'ils ne sont pas vaccinés pour aller faire tel ou tel stage, ah ben, leur année ne sera pas validée. Alors, je peux comprendre des jeunes de 16-17 ans à qui on dit que leur diplôme ne va pas être validé, eh bien, ils courent se faire vacciner. Et malheureusement, les dégâts sont là. Alors, moi je dis, les informations, les agences de presse sont criminelles. Et je veux croire qu'il y aura des jugements, qu'il y aura des sanctions, qu'il y aura des punitions. Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait tant de jeunes sur ces photos. D'autres personnes plus âgées, c'est pas normal non plus. Mais moi, ce qui me touche le plus, ce sont les jeunes. J'ai enseigné toute ma vie. Et depuis le mois de janvier de l'année dernière, j'ai reçu un courrier en janvier où on me disait qu'il m'était interdit de remettre les pieds dans mon école. J'étais quelqu'un de dangereux. Ils ont entamé la procédure, alors je vais donner le nom de mon école, parce que ça, mon avocat m'a dit que je pouvais donner le nom de mon employeur. Je ne peux pas dire du mal d'eux, parce qu'ils vont m'attaquer, donc je ne dirai pas de mal. Mais je dirai simplement qu'en Belgique, l'école dans laquelle j'ai enseigné 32 ans s'appelle l'Institut Notre-Dame d'Arlon, une école catholique, bonjour les dégâts. Eh bien, cette école m'a interdit de remettre les pieds dans le bâtiment en janvier. Ils ont entamé le dossier disciplinaire à mon égard
Et comme ils avaient, je pense, compris qu'au niveau sanitaire, j'avais raison, mais eux, trop d'orgueil, et surtout, ils avaient la ministre de l'enseignement dont je dépendais en Belgique, Madame Caroline Désir, du Parti Socialiste en Belgique, qui les avait menacés de leur couper les subsides si jamais ils ne prenaient pas des sanctions sévères envers ce professeur qui osait s'opposer à ce qu'elle disait. Parce qu'il faut savoir que Madame Caroline Désir en Belgique a envoyé dans toutes les écoles qui dépendaient de ses ordres, dirons-nous. Elle a envoyé des fascicules où elle disait que les écoles devaient devenir des centres de vaccination pour enrayer la propagation du virus. Alors qu'on sait aujourd'hui, Pfizer l'a reconnu, que le vaccin n'empêchait nullement la propagation du virus. Donc, imaginez les jeunes enfants à qui on dit « Attention, si tu vas voir papy, bonne maman, et que tu es contaminant, tu vas les faire mourir. » Mais c'est criminel de mettre ça dans la tête des enfants. Alors vous imaginez, moi, je disais le contraire de ce qu'elle disait en classe, eh bien ça n'a pas manqué. Hein. Ils ont monté un dossier contre moi, un truc de dingue, de fou, et comme je vous l'ai dit, comme ils savaient que sur le plan sanitaire, j'avais raison, ils ont trouvé toute une autre série d'excuses bidons. Ils ont été chercher la plupart de mes posts que je mettais sur mon réseau Facebook, parce qu'il faut savoir que M. Herbin, j'ai une grande gueule. C'est-à-dire, je n'ai jamais supporté la justice. Je n'ai jamais supporté qu'on me roule et qu'on me mente. Donc, je postais régulièrement, oui, des critiques contre les hommes politiques. J'ai posé des critiques contre l'Église catholique, mais pas contre l'Église catholique en général. Je visais le scandale des prêtres pédophiles. Eh ben non, j'aurais dû me taire. Et donc, le premier grief qui figure sur le dossier sur lequel ils se sont appuyés pour me virer, vous seriez surpris de savoir lequel c'est. Monsieur Herbin met la vie de ses élèves en danger. Vous vous rendez compte? J'alertais les élèves sur les dangers du vaccin et c'est moi qui suis accusé de mettre la vie de mes élèves en danger. Parce que j'avais remis à mes élèves le protocole pour se soigner si jamais on était vacciné, que Astrid Stockelberger, qui est quand même loin d'être une idiote, que j'ai eu la chance de rencontrer, elle avait fait un protocole de toute une série de produits médicamenteux, mais même des produits naturels, biologiques, qu'on pouvait prendre pour éliminer la protéine spike, et ainsi de suite. Donc moi j'ai remis ça à mes élèves. Et quand j'ai expliqué à Madame Astrid Stockelberger, je lui ai dit une fois en riant, parce que je l'avais rencontrée, je lui ai dit, vous savez, j'ai perdu ma place à cause de vous. Alors elle me regarde, elle dit, comment ça? Et je lui explique que dans mon école, il m'avait accusé de mettre la vie de mes élèves parce que j'avais remis le protocole à son nom. Elle était furax, elle dit mais c'est pas possible, mais ils sont idiots, mais c'est grave. Mais voilà, alors aujourd'hui, je suis très fier de ne plus être dans l'enseignement en Belgique parce que je ne pourrais plus cautionner un tel système. Je ne me suis jamais senti aussi en parfaite adéquation avec moi-même et tous les matins, je peux me regarder dans la glace quand je me lève. Je n'ai pas à baisser les yeux parce que quand je vois, quand j'entends tout ce qui se passe, tous les cas catastrophiques qui ne font qu'augmenter, je ne voudrais pas être à la place de ces enseignants qui ont fermé les yeux, qui se sont tus, à la place de ces directions qui ont obéi comme des larbins aux ordres du gouvernement. Moi, jamais je n'aurai quoi que ce soit à me reprocher. Malheureusement, il y aura encore beaucoup de jeunes qui vont en pâtir, mais je peux, oui, comme mon grand-père me disait, gamin, quand tu te lèves tous les matins, tu dois pouvoir te regarder droit dans la glace sans être gêné de qui tu es. Et donc, quand on m'a demandé de prendre la parole aujourd'hui, j'ai dit, bien sûr que je prends la parole. Pas pour me la péter, pas pour faire de l'audience, j'en ai rien à foutre. Si vous saviez comme j'aurais préféré rester le petit prof tranquille. Parce que je vais encore dire un truc et puis après je lâche. Vous saviez que si je m'étais tu, parce que moi j'aurai 58 ans en mars de cette année, si je m'étais tu, comme mes collègues me disaient, mais Manu, ferme ta gueule, dans un an t'es tranquille. Eh bien ici, aujourd'hui, en janvier, je pouvais me mettre en retrait de l'enseignement. J'étais payé pendant 1 an. Après, j'avais 3 ans de prépension payée. J'ai tout perdu parce que je me suis opposé à la ministre et j'ai refusé d'obéir au gouvernement. Et j'ai refusé d'obéir
à ces larbins qui dirigeaient mon école. Donc je le répète, l'école s'appelle Institut Notre-Dame d'Arlon, donc Arlon, province du Luxembourg. Nous étions la plus grosse école de la province du Luxembourg. 2000 élèves, plus de 200 profs. Je suis le seul viré de l'école et je pense être malheureusement le seul viré en Belgique. Donc moi, jamais je ne regrette ce que j'ai fait et ce serait à refaire. Je le referai peut-être encore beaucoup plus de manière véhémente. Merci, merci, merci. Ce que j'aime beaucoup, parler avec mon cœur. Je suis donc le docteur Éric Louridan, chirurgien digestif, qui a fait partie des empêchés d'exercer depuis la loi du 5 août 2021 qui portait obligation à tous les soignants et tous les apparentés soignants qui travaillent dans les hôpitaux d'avoir un schéma vaccinal Covid complet pour pouvoir exercer. Faute de quoi, ils étaient empêchés d'exercer, suspendus, sans travail, sans salaire, sans indemnité, sans RSA, sans chômage et sans même financement d'une reconversion professionnelle. C'est à dégager, tu files dans le caniveau. Le 14 septembre 2021, les suspendus ne l'étaient pas encore, il y avait la possibilité d'exercer leur métier de soins. Le 15, ils étaient des parias des hôpitaux et des soins. Et tout ça avec une espèce de complicité médiatique où jamais on a entendu des médias de grand chemin oser dire au monde entier qu'il s'agissait d'une infraction sévère et jamais vue dans une démocratie sur le droit du travail. Et vous en avez cette responsabilité, comme vous en avez d'autres. Ici, nous sommes en rencontre pour des personnes qui sont victimes de ces injections qu'on a osé nous présenter comme des vaccins, qui n'en étaient pas. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a des victimes, nous avons entendu Macha tout à l'heure. Il y a des personnes qui ont des enfants décédés. Et si ça a été possible, c'est pas seulement par la malveillance des hommes politiques, c'est parce que autour de ces hommes politiques, il y avait des médias qui obéissaient à ceux qui donnent l'argent et qui n'obéissaient pas à leur devoir d'informer la population. Vous portez une grave responsabilité devant l'histoire, parce que vous n'avez pas osé dire ce qui se passait réellement quand le président de cette foutue République a osé nous dire que nous étions en guerre. Oui, nous étions en guerre, mais pas contre un virus. Lui et ses comparses étaient en guerre contre le peuple. Il y a eu des mensonges éhontés sur les chiffres de la pandémie. Il y a eu des mensonges énormes sur les traitements précoces. Et on va oser donner la Légion d'honneur à un médecin des plateaux télé qui dit que la vitamine D, ça sert à rien. Alors que c'est la base et le b.a.-ba du système immunitaire. Et à côté de ça, on va nous dire que les traitements précoces n'existent pas et vous devez attendre le vaccin sauveur. Mais de qui s'est-on moqué? À défaut de vaccin, celui-ci ne protège pas, n'a jamais empêché la transmission. Ça a été dit par la vice-présidente de Pfizer, Janine Small, au Parlement européen. Ça n'a jamais été testé pour la transmission et pourtant, c'est sur cette base-là que le gouvernement, avec tous ses relais médiatiques, ont osé dire que les soignants devaient se faire vacciner pour protéger les autres. Force est de constater que les seules personnes ici qui ne regretteront jamais leur choix, jamais, et quoi qu'il leur soit arrivé, du style manger des limaces et des pissenlits jusqu'à la fin de leur jour, ces personnes-là, ce sont les personnes qui ont dit non à cette foutue injection. Il ne s'agit pas d'un vaccin. Un vaccin, c'est censé protéger. D'ailleurs, essayez de me trouver un vaccin qui protège, vous allez avoir du mal à trouver des études correspondantes. Mais ici, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un vaccin. Il y a des substances là-dedans qu'on nous a cachées et qui se révèlent maintenant au grand jour, avec des travaux de scientifiques, de gens qui ont des microscopes, qui vérifient, qui cherchent, qui s'informent et qui informent. Il s'agit d'une arme biologique. It's a bioweapon. Et c'est pas le docteur Éric Louridan qui le dit. Je ne suis que le relais des personnes qui le font signaler partout dans les médias et surtout à l'étranger.
que le professeur Giuseppe Trito en Italie, le docteur Astrid Stuckelberger. C'est une arme biologique que vous avez accepté que l'on injecte à une population. Nous sommes en guerre. Mais ce sont ces psychopathes qui nous gouvernent, dirigés par d'autres psychopathes qui font des décisions au-dessus de notre dos, alors que personne ici ne les a élus à ce poste. Mais s'ils arrivent aussi bien à faire leur travail, ces psychopathes, c'est parce qu'à côté d'eux, il y a des pervers qui acceptent de faire le sale boulot à leur place, et parce qu'il y a des médias qui sont bien conscients que s'ils veulent continuer à survivre, il faut obéir à ceux qui donnent des subventions. Le peuple, c'est pas grave, on s'en fout. On arrivera toujours à faire en sorte de cacher les vérités. N'est-ce pas? Eh bien non, aujourd'hui, et partout dans le monde, les vérités explosent. Et vous avez beau essayer de faire une chape de plomb sur la réalité de ce qui se passe dans le monde, et non pas dans votre médiaverse. Et bien partout en Europe, partout dans le monde, ça se lève. Aux États-Unis, ça se lève. Et ce sera un raz-de-marée qui vous emportera. Et croyez-moi, si vous ne bougez pas maintenant, personne ici ne vous regrettera. Bravo Eric. Bravo. Devant le siège de l'AFP, parce que c'est vrai qu'on a une censure médiatique extrêmement forte, puisque vous le savez, c'est un secret pour personne, Bill Gates, il finance les médias français, même anglais, à hauteur de millions, 2 millions, je crois que 9 millions, 15 millions, on parle de sommes énormes, pour avoir une uniformisation dans l'information, pour que l'illusion soit maintenue. Qu'est-ce que c'est que cette illusion? C'est que le ministre Aurélien Rousseau l'avait dit, le vaccin est sûr et efficace et il ne provoque pas d'effets secondaires. Donc, est-ce que c'est vrai? Et on va démontrer que scientifiquement, avec l'aide d'observation au microscope optique, c'est faux. Vous le savez, on a trouvé des nanotechnologies dans les vaccins et récemment, d'ailleurs la semaine dernière, nous avons regardé au microscope et nous avons trouvé des nanotechnologies dans les diluants. Vous avez bien entendu, dans les diluants, le sérum physiologique. Et donc c'est très 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 grave. Il y a une implication très grave parce qu'au-delà d'un produit défectueux, qui était reconnu comme tel par les cours anglaises, AstraZeneca, qui provoque des thrombopénies, des thrombocytopénies. On est au-delà du produit défectueux, on est au-delà de la fraude, on est au niveau de la tromperie. Alors pourquoi ces nanotechnologies? J'ai écrit un texte que je vais vous lire, puisque je reviens de Marseille, où on a fait une conférence avec Jean-Marc Salatier, il aurait dû avoir Patrick Jolan, organisé par Tristan Elderman et Nassima. Et il y avait aussi les militaires de la place d'Armes, ainsi que M. Romain Maréchal. Je dis bonjour à Michel, on était ensemble. Et donc je vais lire ces textes-là parce que je pense que ça répondra à beaucoup de vos questions de pourquoi nous avons pendant 3 ans subi cette campagne mondiale de vaccination. Alors, oui, dans mon domaine professionnel, à savoir le secteur de la santé, en tant que chimiste organicienne et chercheur dans le médical, avec une expertise en protéomique et en cancérologie et processus inflammatoires dans les polyarthrites rhumatoïdes, ce qui a retenu mon attention depuis 2018, c'est évidemment le délitement du tissu social à travers la crise des Gilets jaunes et la violence inouïe de la répression gouvernementale. En effet, l'utilisation des LBD 40, armes de guerre, donne le coup de lancement de la crise d'abord sociale qui s'est muée en crise sanitaire du Covid-19, ce qui nous a plongé à notre insu dans une guerre bactériologique, une guerre contre notre humanité, un génocide biblique et apocalyptique sans précédent qui ne disait pas son nom. Mais dans son discours, Emmanuel Macron l'avait annoncé, la bête de l'événement est là
elle arrive. Et ce fameux « Nous sommes en guerre » du 18 juillet 2021. Oui, le gouvernement démocide ont livré une guerre impitoyable à leur peuple à travers un programme de vaccination coordonné par Event 201 et piloté par le complexe militaro-industriel, ou, oserais-je le dire, un marquage numérique endogène à base de nanotechnologie de graphène, qui transformera l'homme en homo numericus, le faisant entrer de plein pied dans l'ère du transhumanisme. Du transhumanisme, vous l'avez bien entendu. Cette révolution du bio-numérique permettra de faire de nous des objets connectés, en nous privant de notre souveraineté et de notre immortalité, et en emprisonnant notre âme dans une prison numérique, autrement appelée enfer. Les transhumanismes revendiqués et décomplexés, tels que Laurent Alexandre, nous l'avaient clairement exposé. Ils veulent l'immortalité du corps à travers le clonage humain, tout en niant la transcendance de l'âme. Quel progrès merveilleux, n'est-ce pas, de pouvoir hacker les pensées, les rêves et la conscience d'un individu à l'aide d'implants cérébraux, d'interfaces directes neuronales qui nous relieraient au super ordinateur quantique de la matrice. Vous vous dites, c'est de la science-fiction. Non, c'est en train de se dérouler à l'heure où nous parlons actuellement. Mais à quel prix? Quel prix? Celui du portefeuille numérique? Je rappelle que pour le quartile 2024, janvier, février, mars, avril, nous déroulons au Luxembourg le portefeuille numérique avec dans le téléphone. Nous avons été choisis, le pays du Luxembourg a été choisi pour avoir donc la carte d'identité, le permis de conduire et le système de paiement en ligne qui s'appelle LuxTrust. Alors, celui du portefeuille numérique, du CBDC, c'est-à-dire de l'euro numérique. Monsieur Bill Gates, je rappelle, est venu à Luxembourg visiter la Banque européenne d'investissement. Alors, de la chitinisation, de la graphénisation, des smart cities. Les smart cities, ce seront des cités de 15 minutes où vous ne pourrez pas sortir. Si vous sortez de cette cité de 15 minutes, votre carte bancaire, par exemple, pourra être désactivée, par exemple. Des jumeaux numériques. Alors vous resterez chez vous et puis on créera un monde virtuel et vous enverrez votre jumeau virtuel dans un monde virtuel, effectuer le travail à votre place. Acheter des choses en virtuel. Oui, ça se passe déjà. De la chitinisation, qu'est-ce que c'est? Les farines animales, vous avez en entendu parler. Ça a été voté par la Commission européenne. Donc on a autorisé les farines animales à partir de vers, à partir des criquets, etc. Donc on donne du graphène à manger à des criquets. Ça va se mettre dans leur carapace, parce que le graphène a une affinité pour la chitine, c'est-à-dire la carapace du grillon. Ensuite, on va écraser le grillon, on va en faire des farines, et on va en mettre dans la nourriture, dans les pains, dans les gâteaux, etc. Et on va vous les vendre. Et c'est pas sûr, on va le codifier avec un code, et vous ne saurez pas qu'est-ce que c'est le E, quelque chose voudra dire. Donc, faites attention à ce que vous mangez et où vous le mangez. De la graphénisation de notre environnement. Donc le graphène, je rappelle, Luxembourg va devenir le premier producteur mondial de graphène grâce à une société qui s'appelle Oxial, O-C-S-I-A-L. Donc Oxial, une société qui va fabriquer 93% de la production mondiale de graphène pour tout le monde. Et vous en trouverez dans les filtres à eau, dans les batteries, dans l'air, dans la nourriture, etc. Ceci se passe à l'heure où nous parlons. Hein. Ce n'est pas de la fiction, je le rappelle, ce n'est pas de la fiction. Alors, de notre environnement, donc, ils ont mis du graphène, vous avez tous entendu parler de chemtrails, ils ont tous mis du graphène dans l'air, dans le monde végétal, dans le monde animal qui nous entoure. L'identité numérique non coercitive, lancée à travers l'Horizon 2020, financée par la Commission européenne et pilotée par M. Édouard Philippe. Vous savez que M. Édouard Philippe est pressenti comme être le futur président qui va prendre la suite de M. Macron. Il a été avec M. Gabriel Attal, rappelons-le, qui vient d'être nommé, n'est-ce pas?
qui est aussi l'ami de M. Véran. Ils ont été au groupe Bilderberg. Et le Bilderberg, c'est pour nommer les futurs présidents. Et il s'avère que M. Édouard Philippe est en train de piloter pour la France l'identité numérique non coercitive. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde aura, avec Emmanuel Pessanti, de la French Road et de la Terra Doxa. Alors qu'est-ce que c'est? Vous aurez un numéro. Ce numéro vous permettra d'aller sur Internet. Et à partir de là, vous aurez accès, et le gouvernement aura accès à toutes les données vous concernant. C'est-à-dire le décès le certificat de naissance, le certificat de décès, la carte d'identité, la carte de permis de conduire, qu'on m'a dit, la carte vitale, votre code QR, votre dossier, votre compte bancaire, votre dossier médical. On saura tout sur vous. Combien vous serez géolocalisable, où vous êtes, quel travail vous faites, quelle maladie vous avez. Et ces données, bien sûr, il y a un risque qu'elles peuvent être revendues à des sociétés d'assurance. Vous comprenez que si, par exemple, une telle personne, par exemple, aurait un cancer, est-ce qu'il pourra avoir un prêt bancaire pour acheter sa maison? Ou parce qu'il a une telle maladie, il devra payer 2 fois plus que quelqu'un d'autre. Vous comprenez qu'il y a un danger que des données médicales soient, par exemple, tombent dans les mains des compagnies d'assurance, sachant que vous savez qu'aux États-Unis, il y a 3 compagnies qui dirigent et qui possèdent toutes les autres compagnies, qui sont BlackRock, Vanguard et State Street. State Street, c'était une compagnie d'assurance. D'accord? Donc les compagnies d'assurance s'intéressent à vos données, à votre dossier médical. Alors c'est protégé par la CNIL, etc. Et on nous dit que c'est sûr, parce que, évidemment, vous pourrez choisir de partager ou pas votre donnée. Mais il ne faut pas en arriver à ce stade-là. Les données de santé sont privées. Elles ne concernent que le patient et le médecin. Ça ne concerne pas les assurances. Ça ne concerne pas le gouvernement. D'accord? Et encore moins, vous ne devez pas présenter un QR code montrant que vous avez été vacciné pour accéder à des lieux publics comme des hôpitaux, comme des restaurants, comme des bibliothèques, comme on a fait pendant 3 ans. Je rappelle que lors l'avant-projet de loi de l'obligation vaccinale des plus de 50 ans au Luxembourg, Monsieur Xavier Bettel, l'ex-premier ministre, avait commandité un rapport et l'avait soumis au Conseil d'État en demandant est-ce que c'est constitutionnel d'obliger les plus de 50 ans à se faire vacciner. Et parmi les 40 questions qui avaient été évoquées dans ce rapport-là, que j'ai lu, eh bien il y avait marqué, le Conseil a dit, il est anticonstitutionnel de discriminer un vacciné et un non-vacciné quant à l'accès des lieux publics. Vous l'avez bien entendu, je le répète. Il est anticonstitutionnel de discriminer l'accès des lieux publics, c'est-à-dire les restaurants, les hôpitaux, les bus, les bibliothèques, les lieux de loisirs, les lieux de fitness, les aéroports, à des non-vaccinés. Alors écoutez bien ça, et la prochaine fois qu'on vous demandera de vous imprimer un laissez-passer, etc., que vous serez imprimé et écrit, vous dites non. D'accord? Vous dites non. Parce que ce n'est pas autorisé par la Constitution ni par la loi. Donc les tests de soumission, c'est non. On n'attend pas la 4e dose pour dire non. On n'attend pas la 3e dose pour dire non. On n'attend pas d'avoir 5,7 milliards de gens qui sont vaccinés pour dire non. On n'attend pas d'avoir 200 000 effets secondaires indésirables graves pour dire non. On n'attend pas les QR codes pour dire non. On n'attend pas d'avoir 50 000 cas graves pour dire non. On n'attend pas d'avoir 12 000 décès pour dire non. Non, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est maintenant. Non, non et non. Voilà. Si on dit tous non, ça n'avance pas. Donc le portefeuille numérique, c'est non. L'euro numérique, c'est non. Et c'est maintenant. On ne veut pas attendre
que tout le monde soit graphénisé et relié à l'ordinateur quantique pour commencer à évoquer la problématique du graphène dans les nanotechnologies. Je vous renvoie aux travaux que j'ai fait avec NextDose et je vous renvoie également aux travaux que j'ai fait avec Jacques Bauer, avec Patrick Joland et avec Jean-Marc Salatier. Je rappelle que nous avons démontré que l'addition de vaccins à du sang de non-vaccinés provoque la fusion des neutrophiles, c'est-à-dire la fusion de globules blancs du système immunitaire inné qui forment des cellules géantes qu'on appelle le syncytium, qui rentrent ensuite dans un mode suicide qu'on appelle les nétoses et qui sont en train de provoquer des maladies auto-immunes. Nous avons les images. Donc, je vous invite à regarder nos travaux. C'est une observation au microscope qui est qualitative et qui n'a pas été faite par Pfizer. Alors Pfizer, de avril 2020 à décembre 2020, font des essais cliniques sur 44 000 personnes. Ils étudient la production des anticorps par les lymphocytes T, suite à la production de protéines spike grâce à la technologie de l'ARN messager, mais ils n'ont pas évalué les effets sur la la carcinogénicité, la génotoxicité et la mutagénèse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas étudié qu'est-ce que la spike fait au niveau de l'ADN. Alors que nous savons que l'ARN messager est capable d'être rétrotranscrit en ADN, qu'il va dans le noyau, qu'il s'insère au niveau des chromosomes de l'ADN près du gène de la schizophrénie et qui provoque des phénomènes de dépression et de démence dont on ne parle pas, qu'on a observé chez les personnes âgées qui ont été vaccinées dans les EHPAD. Quand est-ce qu'on va en parler? Parce que Luxembourg, je rappelle, qu'en avril 2021, je rappelle, que quand ils ont commencé la campagne de vaccination, ils ont vacciné les EHPAD. Ce sont des CIPA, n'est-ce pas? Et je rappelle que cette année-là, il y a eu plus de... Sur l'année 2021, il y avait 1000 morts à peu près. Et il y a eu à peu près 400 décès dans les EHPAD. Ça a failli avoir... Oui, 400 décès dans les EHPAD. Et il y a eu aussi la ministre de la famille à l'époque, Corinne Cahen, qui a failli démissionner. Je le rappelle quand même. Je rappelle. Donc, je voudrais dire que le Kenya, vous le savez, le Kenya a MyShare Number. Ils ont déjà leur numéro. Cette technologie du marquage numérique endogène et des émissions d'adresse MAC permet de contrôler les populations, pas seulement les flux de population, tout. Et de faire basculer notre monde vers l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle et d'une dictature totalitariste. Nous ne sommes plus en démocratie. Nous ne sommes plus en démocratie. Nous sommes dans une dérive totalitaire qui ne dit pas son nom. Un dissident, et vous le savez, il y a eu la loi, l'article 4 de la loi sur les dérives sectaires, qui peut envoyer n'importe qui 1 an en prison, 15 000 € d'amende si vous vous opposez à la politique sanitaire. Donc moi, par exemple, je pourrais. Et j'ai fait l'objet aussi d'une campagne antisémite de la part du Luxembourg pendant 3 semaines, honteuse, de la part de M. Rudi Reichstadt et de Conspiracy Watch. Alors là, c'est aussi écœurant. Je termine. Je voudrais dire que M. Rudi Reichstadt et M. Darmanin ont dissous également Civitas et ont mis 2,5 millions d'euros de la part du ministère de la Défense pour arroser des associations comme Conspiracy Watch, qui a bénéficié de 60 000 €, qui démolit des personnalités sans histoire comme professeur Perron, professeur Raoul, mais aussi moi, Anne-Marie. J'ai eu droit à être le nouveau visage de l'antisémitisme au Luxembourg. Merci. Et je termine. Donc, est-ce que nous sommes prêts à abandonner notre souveraineté et à nous soumettre au nouvel ordre mondial des globalistes qui servent à l'antéchrist? À cette question à laquelle nous sommes tous confrontés, nous devons y répondre individuellement et collectivement afin de préserver notre humanité en danger d'extinction. Car, comme l'a si bien rappelé Elon Musk, le collapse de l'humanité a déjà commencé.
Dans cette guerre de 5e génération, qui est avant tout une guerre de l'esprit, fomentée à coups de désinformation, de propagande et d'ingénierie sociale, il est essentiel d'informer, car le savoir, c'est le pouvoir. Celui de prendre les bonnes décisions pour notre santé et notre survie, ainsi que celle de nos enfants et de nos proches et de notre famille. Nous combattrons jusqu'à la victoire. Bravo.